Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer à leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on ouvre cette émission, nous avons tout simplement l'habitude de dire que l'Écrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes en démocratie et la démocratie est assise sur la liberté d'opinion, la liberté des pensées, la liberté d'expression. C'est des concepts qui viennent justement asseoir la démocratie. On ne peut pas dire qu'on est un pays de démocratie et n'est pas accepter la contradiction, n'est pas accepter certaines situations de contradiction. Donc je suis heureux de vous retrouver ici encore dans le cadre de cette émission d'Écrit Info où je donne mon point de vue. Si vous êtes un habitué de nos programmes, vous savez que le Écrit Info c'est tout simplement un magazine d'opinion. Je viens ici, moi, comme citoyen congolais, donner mon point de vue sur des grandes questions politiques de mon pays, sur des grandes questions sociales. On prend une question importante qui retient l'actualité et M. Claude Piroulouara, dans le cadre de ses éditos, il donne son point de vue qui n'est pas une parole d'évangile. C'est pas du tout une parole d'évangile. Je n'impose pas mes arguments parce que je reste foncièrement convaincu que du choc des dés de la lumière, la vraie finit par jaillir. Moi, j'expose mes propos étant pris de vos critiques et de vos remarques parce que c'est ça aussi la démocratie. Nous sommes les 31 aujourd'hui, dernier jour de cette année 2021, une année qui a connu du bien, mais aussi des mauvais. Mais sur le plan du pays, comme depuis un temps, on doit reconnaître que l'année n'a pas été reluisante. La misère s'est accrue, des problèmes sociaux se sont augmentés. Les Congolais qui espéraient que les autorités vont d'une certaine manière améliorer la situation se sont encore vus davantage être appauvris. L'année a aussi été émaillée des scandales, des choses qui ne doivent pas arriver de la part des autorités qui prônent le changement, qui ont construit leur carrière sur base des promesses de changement, sur base des promesses de rupture. En clair, quand vous faites une analyse politique, quand vous faites une sorte de radiographie politique du pays, vous allez vous rendre compte que le désespoir a gagné les Congolais, la désillusion. Voyez-vous, la désillusion. L'UDPS n'est pas en train de faire différemment de la plupart des partis des masses en Afrique. Vous avez un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui a connu les problèmes d'apartheid. Et les Sud-Africains avaient placé leurs espoirs sur un grand parti mené par Nelson Mandela, l'ANC. Aujourd'hui, ça fait un bout de temps que l'ANC est au pouvoir. Les gens se sont rendus compte que ces partis de masse n'a pas réussi à concrétiser les espoirs que la plupart des Sud-Africains portaient sur lui. C'est la désillusion aujourd'hui. La preuve, elle est là. Vous allez vous rendre compte que quand vous regardez l'histoire électorale sud-africaine, vous allez vous rendre compte que après l'apartheid, quand Nelson Mandela est élu vers les milieux des années 90, dans les 94-95, par là, l'ANC a raflé dans les 80%. Aujourd'hui, pour que l'ANC gagne la présidence, par exemple, ils descendent petit à petit, 80, 70, 60. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 52, 51. Parce que le désespoir a gagné le peuple. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec l'UDPS. 37 ans durant, ce parti incarné par une figure emblématique de l'histoire politique du Congo qui est Etienne Tshisekedi Wamulumba, incarnait nos espoirs. Surtout que c'était un parti d'opposition.
qui était là, qui s'est fait mettre dans l'art de la critique. Tout ce que les autres faisaient était mal. L'UDPS a fait l'opposition contre Mobutu. L'UDPS a fait l'opposition contre Laurent Désiré Kabila. L'UDPS a fait l'opposition contre Kabila le fils. Et beaucoup de Congolais ont cru plutôt à des promesses, à des critiques de l'UDPS. Mais ça fait 3 ans qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui, les amis. Ne nous voilons pas la face, regardons-nous. Aujourd'hui, c'est la désillusion totale. C'est un mythe qui est en train de s'effondrer. Un mythe est en train de s'effondrer. Kabila a réussi à démystifier l'UDPS. L'alternance a réussi à démystifier l'UDPS. Le Congolais, nous avons payé notre dette avec ce parti emblématique, mais le parti ne s'est pas né. Nous retourner les espoirs que nous avons placés en eux. Donc moi je dirais que l'année 21, ça a été une année de confirmation des misères, des tristesses. Une année de confirmation du désespoir et de la désillusion. L'année était bonne à un moment donné, on a vu une sorte de lueur d'espoir lorsqu'on a créé l'Union Sacrée. Rappelez-vous que nous étions là, en train de soutenir l'idée de l'Union Sacrée. Mais 7 mois, 6 mois, parce qu'une année après, la mise en place de l'Union Sacrée, là aussi c'est la désillusion totale. Parce qu'en rien, et alors en rien, l'Union Sacrée fait des choses différemment de ce qui a été décrié. Et dans certains domaines, on est même en train de vivre pire que ce que Kabila nous a laissé. On vit un peu pire. Moi je me dis, je m'en cache pas, je regarde la caméra et je l'ai dit. L'UDPS est en train aujourd'hui de béatifier Kabila, de sanctifier Kabila. Kabila a une chance. Lui qui était honni, lui qui était vomi, lui qui était rejeté par la plupart des Congolais, il a aujourd'hui la chance d'avoir un élément comparateur. Un élément avec lequel on peut le comparer. À l'époque, on disait Kabila c'est un mauvais président. Kabila, oui. Mais aujourd'hui, on a un élément comparant Kabila avec la gestion de l'UDPS. On peut dire, regardez Kabila, regardez l'UDPS. Sincèrement, vous voulez avoir mon point de vue, si c'est vraiment pour ce qui se passe aujourd'hui, que Kabila a été combattu, si c'est vraiment pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que l'alternance a été voulue par la plupart des Congolais, ne nous voilons pas la face. Posez la question aux Congolais. Beaucoup sont désillusionnés et ils auraient même voulu que Kabila reste au pouvoir. Si c'est vraiment ça, c'est que l'alternance nous amène. La gestion de l'UDPS à la tête du pays. Ah non, ah non, ah non. On aurait voulu rester comme on était. On aurait voulu rester comme on était. Parce que l'UDPS ne nous propose plus rien. L'UDPS ne propose plus d'alternative. L'alternance est devenue une histoire, une alternance sans alternative. Je parle de l'alternative en termes de gestion. En termes de gestion, dites-nous où vous nous avez pris, quel est le projet, quelle est l'idée, quelle est la vision. Vous voulez nous amener où? Vous voulez faire de nous quoi? Personne, alors personne ne peut te le dire. Et quand comme un peuple, on réfléchit, on pose des questions, non, les cas du chat sortent, les raccourcis sont tout privés. C'est Katumbi. Aza Katumbi, c'était Katumbi. Mon Dieu. Mon Dieu. Monsieur, rencontrez-moi sur ce que j'ai dit. Opposez-moi les contraires des arguments que je développe. Arrêtez de vous cacher. La misère que les Congolais vivent aujourd'hui. On n'a pas besoin de recevoir l'argent de Katumbi pour les voir et pour les dire. Nous sommes à la fin de l'année. Regardez dans les rues de Kinshasa. Moi, j'habite Kinshasa. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que là, c'est la fin de l'année? La misère est ressortie pour comprendre la situation non, c'est terrible, les amis. C'est terrible. C'est le désespoir, c'est la désillusion. On ne croit plus en rien. Au lieu d'être conséquent, de réfléchir, de se dire, de faire une auto-évaluation, de se dire non, non, les gens sont dans les... Heureusement que le président de la République lui-même l'a reconnu. Quand vous suivez son dernier discours sur l'état de la nation, vous allez vous rendre compte que M. Tshisekedi l'a dit. Hein? M. Tshisekedi l'a dit, voilà, il n'a pas réussi à donner l'eau, il n'a pas réussi à donner l'électricité. Lui-même, il a dit, l'échec il est là, l'échec il est patent. Que vous le vouliez ou pas,
La vérité est là et l'échec, il est là. L'échec est visible. Je suis heureux de vous retrouver, donc c'est la fin de l'année. Malgré ça, le plus important, c'est que le Seigneur nous a donné la vie. Le plus important, c'est que nous respirons, nous parlons. Je suis entré dans mon sujet, pas dans mon sujet, mais dans autre chose, sans respecter le principe de cette émission. Il y a un téléspectateur qui m'a écrit pour me dire, Perrault, on a l'impression que chaque jour qui passe, tu te éloignes un peu des objectifs, notamment par rapport à l'Est de la République. Non, je ne m'éloigne pas. J'avais dit, je prends un engagement devant vous tous, c'est ma contribution au rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'Est de mon pays. Je commencerai mes décrits et informations toujours par un mot par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Et c'est ce que je vais faire. Mais non, parce qu'au finish, que vous le vouliez ou pas, le Congo est le seul bien commun que nous avons nous tous. C'est le seul bien que nous avons hérité de nos parents, de nos pères. Et nous aussi, comme peuple, nous avons l'obligation de fructifier afin de léguer à nos enfants un pays mieux que ce que nous avons hérité. C'est d'ailleurs ça, un paragraphe de l'hymne national qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous construirons un pays plus beau qu'avant. Nous devons construire l'espoir congolais. Nous devons travailler pour rendre ces pays mielleux. Nous en avons les capacités. Nous en avons les ressources. Nous, notre objectif, c'est de faire que le Congo quitte, justement, l'aspect d'un pays, comment dire, l'aspect d'un pays potentiellement riche vers un pays réellement riche. Le potentiel doit être transformé en réalité. Les amis, ça tue chez nous, ça viole dans mon pays. Ça, je l'ai dit avec la dernière énergie. Je l'ai dit parce que je voudrais être un lanceur d'alerte. Alerter l'opinion nationale et internationale. Ça pille chez moi, ça viole chez moi, ça massacre chez nous. Si une personne, si deux, si trois, si quatre personnes peuvent entendre ma voix, moi je serai heureux. Je dirais que j'ai accompli ma tâche, j'ai fait mon travail. Et j'ai contribué justement à l'édification d'un État, d'un grand pays planté au cœur de l'Afrique. Je n'acceptais pas de rester silencieux. Je n'acceptais pas ce calme coupable d'un compatriote qui voit ses frères être massacrés, et être exterminés comme ça s'est fait dans l'Est de la République, pendant que lui, il décide de rester silencieux. Chers compatriotes, chers internautes, que vous soyez d'autres nationalités, dans l'Est de mon pays, le sang coule encore. Dans l'Est de mon pays, les femmes sont encore violées. Les enfants sont massacrés. Les pères des familles entières sont exterminés. Ce n'est pas normal. Et ça fait plus de 2 décennies que ça dure. Et ça commence à donner l'impression que le monde refuse de s'émouvoir par rapport à ça. Écoutez les cris de ces peuples, les larmes de cette maman, de cette femme qui est violée alors qu'il revient de son champ. Ce n'est pas du tout normal. Partout où nous sommes, posons-nous la question de ce que nous pouvons faire pour que ce pays que les ancêtres nous ont laissé puisse aller de l'avant. Deuxième chose, je l'ai dit aussi pour exprimer ma compassion, ma solidarité, mon amitié, mon amour et mon attachement à nos compatriotes de l'Est de la République. Les compatriotes de l'Est doivent comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Il y en a de leurs compatriotes qui pensent à eux, qui réfléchissent sur eux, qui ont le cœur qui bat quand ils voient ces actes d'atrocité en train d'être commis dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et j'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table. J'ai dit, si vous voulez vraiment que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous avez 2 choses à faire. La première des choses, c'est que nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée forte. Nous sommes un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie. Nous ne pouvons donc pas être sûrs que nous aurons des frontières sécurisées si on n'a pas une armée républicaine. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici chez nous. Vous voulez vraiment que la paix s'installe dans ce pays? Vous avez intérêt justement à avoir une armée républicaine.
Congolais et Congolaises, nous devons travailler pour que notre armée soit efficace. Deuxième élément, j'ai dit, nous devons être capables d'identifier la menace, c'est-à-dire identifier les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. En faisant ces deux choses-là, nous aurons réussi à remettre la paix et la sécurité dans notre pays. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est. Je reviendrai demain, je redirai la même chose. Et donc, voilà. Avant d'en venir à mon sujet, je voulais dire deux, trois petites choses. La première, c'est que j'ai lu beaucoup d'articles sur ce qui se passe un peu à l'OGFREM. Vous savez que j'ai un grand ami là-bas qui est suspendu, c'est l'ancien DG, M. Saïba. Et l'intérim est en train d'être fait par M. Manzila. J'ai vu les gens écrire dans les réseaux sociaux, il a fait engager les gens, il a donné des primes, Non. Je pense qu'à un moment donné, on doit laisser la possibilité à certaines personnes de prouver de quoi ils sont capables. Quand on est incompétent, on finit par étaler sur la place publique son incompétence. Quand on est compétent, on finit toujours par étaler sa compétence sur la place publique. D'un côté comme de l'autre, c'est des choses pour lesquelles on ne peut pas tricher. On ne triche pas avec ces choses-là parce que ça finit toujours par remonter à la surface. Manzila venait de prendre ses fonctions. J'en appelle donc à un cessez-le-feu. Il faut qu'on les laisse le temps de faire son travail. Et on va les juger après. Parce qu'ici maintenant j'apprends. Oh, Abakisi Bato. Oh, Asaliboy. Bitumbe Bandi Sunakati. C'est quelle entreprise qui est logée parmi les entreprises les plus attrayantes du pays, mais qui vit tout le temps des situations de complications, Laissons d'abord un peu ce monsieur-là travailler. Je reviendrai ici, je dirai des choses. Parce que là, j'ai décidé de braquer mes caméras sur l'OGFREM. Mais je trouve que c'est trop tôt. Surtout que j'ai vérifié, depuis qu'il est là, il y a une certaine amélioration, notamment dans le cadre des traitements salariales. Le salaire est payé à temps. Les primes sont payées. Les soins de santé aussi. Donnons-lui la chance. Laissons-lui le temps. On va voir, on va juger. Vous connaissez que moi, sur ces questions-là, quand je sentirai qu'il y aura des problèmes, je reviendrai pour en parler. D'ailleurs, je suis en train d'enquêter là-bas. Mais pour le moment, je trouve ça un peu méchant, un peu tôt, que de commencer à diriger les débats sur un homme comme ça. Autre chose, j'ai également vu une enquête de sondage ici. On a publié le Premier ministre, M. Samalou Kondé, on l'a plébiscité. On a dit qu'il a été un bon Premier ministre. C'est une enquête qu'il a annoncée. Je reviendrai également là-dessus, peut-être dans nos prochaines éditions. Les amis, nous sommes à la fin de l'année, évidemment, comme il en est de coutume. Je crois que le président de la République va aussi parler ce soir. C'est le 31. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été précédé par M. Martin Fayulu Madidi, qui jusqu'aujourd'hui réclame encore sa victoire, pense jusqu'aujourd'hui qu'il est le président légitimement élu, le président qui a été élu en 2018, et il dit toujours que sa victoire lui a été volée par Joseph Kabila, qui a signé un deal pour nommer le président Tshisekedi comme président de la République. Ça, c'est Martin Fayulu qui a l'habitude de le dire. Je ne le confirme pas, je ne le commente pas. Fayulu a fait un discours sur l'état de la nation à sa manière. Il a commencé par présenter le vœu. Mais j'ai été saisi par un certain nombre de choses. Au-delà du fait que je trouvais que les discours étaient un peu longs, ennuyeux, mais dans les fonds, Martin Fayulu a dit un certain nombre de choses que la plupart des Congolais connaissent et que la plupart des Congolais décrivent. Moi, je n'arrive pas à m'expliquer que les autorités décident de faire sourde oreille sur certaines questions importantes sur lesquelles la communauté nationale tout entière est en train de crier. Martin Fayulu s'est opposé à cette affaire des rames, un peu comme Moïse Katumbi l'a fait à Kisangani. Les amis, Monsieur le Président de la République, Messieurs les gouvernants, c'est quoi cette têtutesse de s'obstiner à garder une chose que tout le monde critique, que tout le monde condamne? Comment vous pouvez expliquer qu'un État puisse mettre en place un mécanisme pour escroquer son propre peuple?
Le RAM est tout simplement une escroquerie d'État. C'est une escroquerie grandeur nature. Quand vous lisez la loi des finances, la loi établit les modes par lesquels l'État peut recouvrer, l'État peut ponctionner dans les poches ou dans les portefeuilles de son peuple. La loi parle de la redevance, la loi parle de l'impôt et la loi parle de la taxe. Voici les trois procédés légaux par lesquels l'État peut retirer de l'argent auprès de ses administrés. À l'heure où je vous fais cette affaire, mes amis, aucune autorité ne peut nous expliquer la nature juridique de cette affaire des RAM. Le RAM est un monstre suscité et créé pour nous voler. Le RAM est un vol. Le RAM est une escroquerie grandeur nature. Le RAM est une arnaque de l'État. Mais c'est grave que l'État lui-même, censé dans ses missions régaliennes protéger son peuple, puisse mettre en place une procédure pour escroquer et voler son peuple. Personne ne sait dire aujourd'hui, le RAM est-ce une taxe, le RAM est-ce un impôt, le RAM est-ce une redevance. Non. Comment vous pouvez vous expliquer? Dans un État qui se dit être un État démocratique, les individus ou un groupe d'individus, ils peuvent se réveiller sans aucune explication, commencer à piller l'argent du peuple. Et moi, ce qui m'impressionne dans ça, c'est que tous les bruits que les gens font, ça leur dit absolument rien. On s'obstine à garder quelque chose qui est illégal, malgré le mécontentement de son peuple. C'est grave ce qui se passe dans ce pays. Vous avez des institutions de contrôle comme le Parlement. Le Sénat vous dit que l'argent du RAM est intraçable. L'Assemblée nationale n'a pas su tracer l'argent du RAM. Nous avons eu ici des plénières sur la reddition des comptes du budget de l'année passée. Aucune ligne réservée au RAM. Le RAM n'est pas budgétisé. Vous avez eu les débats ici sur le budget 2022. Nulle part, aucune ligne, on parle du RAM. Sommes-nous dans une jungle? Ça, c'est quelle république? Mais malgré ça, les gens continuent à prendre l'argent du pauvre population. Fayoulou a donc raison. Beaucoup d'éléments évoqués par Martin Fayoulou sont des éléments connus de nous tous, décriés par nous tous. Le RAM est un vol, le RAM est une escroquerie de grandeur nature. Et je suis totalement d'accord avec Martin Fayoulou. Ceux qui pensent qu'ils sont le maître du ciel et de la terre, et qu'ils peuvent s'arroger le droit de nous piller notre argent, de nous voler, de nous escroquer avec cette histoire du RAM, les Congolais rendront des comptes. Et n'oubliez pas, je vous ai toujours dit, les forts d'aujourd'hui peuvent être les faibles de demain. Les Jeannettes qui étaient fortes hier, les Caleb et les John Numbi ne les sont plus. Vous aussi qui orchestrez cette affaire du RAM, pensons qu'aujourd'hui, demain vous ne serez pas là. Il y aura un autre Alenguete. Vous allez mettre de l'eau dans les moulins des personnes qui voudront. Parce que l'affaire du RAM, on ne va pas dire après demain que ça sera des règlements des comptes. Non. Tôt ou tard, si ceux qui sont là, ceux qui sont forts et ceux qui s'obstinent à prendre de l'argent du RAM quitter le pouvoir, leurs successeurs seront dans l'obligation, même pour des raisons de stratégie et d'opinion, d'ouvrir la tombe RAM. Et vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez fait des millions que vous avez escroqués, que vous avez retirés des poches des Congolais. Parce qu'en réalité, l'ODEP nous a dit que le RAM nous prenait plus de 200 millions de dollars américains. On va comptabiliser tout ça et vous allez nous rendre compte. Fayoulou parle de l'état de siège. Il décrit cet état de siège. Évidemment, il a raison. J'ai soutenu l'état de siège, moi, Claude Perrault-Louara. Je continue à le soutenir parce que je le dis et je le répète. Lorsque notre armée, lorsque nos enfants, nos garçons, nos filles, nos papas, nos aînés, nos petits frères vont en guerre au nom de la République et pour le compte de la République, nous devons apprendre à nous départir de nos occupations, de nos tendances.
Moi, je soutiens les FARDC. Mais l'état de siège nous a démontré ses limites. D'abord, quand vous lisez le rapport pondu par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, vous aurez froid au dos. La commission établit clairement l'échec de l'état de siège. Il prédit qu'à l'allure où vont les choses, l'état de siège va échouer. Dans ces rapports-là, vous avez le chef d'état-major général, les FARDC, qui se plaint des problèmes d'effectifs. Vous avez le ministre de la Défense, qui se plaint des problèmes de logistique et des problèmes de finances. L'État a lancé l'état de siège, mais l'État n'a pas pris soin d'accompagner l'état de siège et de mettre en place un plan. Donc l'état de siège a été lancé et aujourd'hui, ça fait 7 mois. Molière, qui était assis ici, nous a dit qu'on nous fait prolonger cette histoire de l'état de siège sans nous donner de grandes explications. La prolongation de l'état de siège s'est fait sur base des mots d'ordre et non pas sur base d'une étude sérieuse. La proclamation de l'état de siège est donc devenue une affaire de mots d'ordre. Quand Fayoulou décrit l'état de siège, je suis totalement d'accord avec lui. Autant j'avais soutenu l'état de siège, autant je commence à me poser aujourd'hui des questions sur les retombées de cet état de siège. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous regarder en face, que nous prenions nos courages entre les deux mains, que nous puissions repenser l'état de siège. Vous avez des gouverneurs militaires qui sont accusés par les ONG, par la société civile de beaucoup de choses. On a l'impression qu'ils sont là et ils commencent à faire des choses autres que ceux ou celles pour lesquels ils ont été envoyés là-bas. Fallait nous parler des voyages du président de la République, il traite même des Magellans qui voyagent. Bon, moi je ne vais pas aller dans des considérations, je ne vais pas utiliser des mots. Mais sur des questions de voyage aussi, autant j'ai soutenu quand le président de la République était venu, qu'il devait raboter les relations que Kabila avait détruites, que le Congo vivait en autarcie, il fallait que M. Tshisekedi fasse la ronde. Autant aujourd'hui, je trouve que le voyage du président de la République, ça n'est de trop, ça n'apporte rien à la République. On nous dit que le président a voyagé, il nous a rapporté 4,5 milliards de dollars. Qu'est-ce que nous avons fait de ces 4,5 milliards? 1,5 milliard qu'on est allé emprunter pour soutenir les 2 premières années de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est encore une autre réponse ponctuelle qu'on donne à un problème structurel. Un problème de gratuité d'enseignement. Lorsqu'on lance la gratuité de l'enseignement, l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit faire de bonnes études. L'État doit mettre en place un plan. Comment nous finançons la gratuité de l'enseignement? Comment nous faisons pour que la gratuité de l'enseignement n'affecte pas négativement la qualité? Parce qu'aujourd'hui, gratuité, nous avons sacrifié la qualité de l'enseignement de nos enfants sur l'autel de la gratuité. Les enfants sont entassés dans des classes. On dit 6 millions d'enfants ont regagné les circuits scolaires. Mais comment, dans quelles conditions? L'État n'a pas suffisamment réfléchi. L'État n'a pas suffisamment délibéré. Et on est venu comme ça de manière populiste. On dit, allez, gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, ça bat de l'aile. Ça bat de l'aile. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, on se rend compte que... un peu comme les voyages. 1 milliard ont soutenu les 2 premières années. Et l'autre milliard qu'on nous a donné ici, c'était dans le cadre des bons de tirage du FMI. Il n'y a rien de mérite à l'intérieur. Et puis de toutes les façons, le président a commencé à voyager. Je demande à nos amis de la présidence, dites-nous, vous le service de la communication, qu'est-ce que le président nous a déjà ramené dans tous ces voyages-là? Nous sommes à la fin de l'année. Faites un bilan. Dites-nous, voici, chers Congolais. C'est aussi ça la redevabilité. C'est aussi ça le rôle des services de communication. Votre président a fait, on parle de plus de 100 voyages. Dans ces 100 voyages, voilà. Parce que le président voyage, la misère se multiplie. Le président voyage, il n'y a toujours pas des investisseurs chez nous. Mais attends, mais le président voyage pourquoi? Qu'est-ce que nous gagnons de ces multiples voyages? Quand on sait que le président voyage toujours avec un train, je veux dire un monde fou des gens qui l'accompagnent. Et tous ces gens-là sont payés par le trésor public. Le voyage du président coûte énormément au trésor public. Nous devons, dans le cas de la redevabilité, savoir. Et puis en réalité, je l'ai dit et je l'ai déjà dit, les gens ont des problèmes de dialectique. Les gens ont des problèmes de postulat. Le grand travail à faire pour ramener le Congo sur l'échiquier mondial, ce n'est pas à l'étranger, c'est ici dans le pays. Vous pouvez faire 100 000 voyages, les amis. Dans les conditions qui sont les nôtres, les investisseurs ne viendront pas, le pays ne va pas décoller. Quel est cet investisseur qui viendra investir dans un pays où la justice n'est pas garantie?
Parce qu'il sait qu'il mise son argent quand il y a des problèmes, il faut qu'il y ait une justice. Vous avez des tribunaux ici délabrés. Nos magistrats sont traités de quelle manière? Ont-ils des frais de fonctionnement? Travaillent-ils dans quelles conditions? Nos juges. Notre justice est-elle indépendante? Parce que tout le temps, tu critiques la justice. Mais est-ce que l'État met ces gens-là dans des conditions qui puissent leur permettre de nous rendre un bon service? Saint Thomas d'Aquin disait, il faut un minimum de confort pour exercer la vertu. Il faut un minimum de confort. Et pour arranger notre justice, il ne faut pas voyager. Ramener les investisseurs dans le pays, c'est assainir le cadre, le climat des affaires. On n'a pas besoin de voyage pour aller assainir le climat des affaires. Si nous avons un climat des affaires ici assaini, nous avons une justice indépendante, une justice qui fait bien son travail. Ces investisseurs-là n'auront pas besoin que le président de la République aille là-bas, parce que le Congo est un pays solution. Le monde recherche des choses qu'il y a ici chez nous. On voyage, on voyage, on voyage, on voyage. Mais les retombées dans l'assiette, qu'est-ce que le voyage nous amène? Donc je suis totalement d'accord avec M. Martin Fayulu Madidi. Autant au début, j'avais soutenu le voyage du président, autant aujourd'hui, sincèrement, je commence à me poser la question sur l'utilité de tout ce voyage-là. Je commence vraiment à me poser. Et j'ai vraiment l'impression que nous avons un problème de dialectique, que nous avons un problème de principe. Après avoir voyagé, il faut que le président reste ici et que le président arrange le cadre ici chez nous. Mais bon, après, je suis totalement d'accord avec Martin Fayulu sur un certain nombre de choses. Hein. Totalement d'accord. Le président de la République va parler aujourd'hui. On attend voir ce que Félix Antoine Tshisekedi dira. Mais le président va parler pendant qu'il y a un scandale dans le pays. Ce scandale, c'est le scandale de ces histoires de Mpiodi. Les fameux Mpiodi béton là. J'en ai parlé avant-hier ou je crois hier ici sur ce plateau. Les amis, ton fandi, ton lali, ton lamouki. On ne leur a rien demandé. Ils vont dans leur conseil des ministres, ils reviennent et nous disent l'État congolais a sorti 6 millions de dollars américains pour aller pêcher dans les zones namibiennes. Une véritable hérésie parce que nous ne manquons pas de poissons chez nous. 6 millions de dollars américains pouvaient lancer une opération, une industrie de pêche ici chez nous. Nous avons des lacs les plus poissonneux ici chez nous. Non. Des gens, pour leur plaisir, je ne sais pas, pour un montage, je ne sais pas, peut-être pas bien réfléchi, ils vont aller jeter 6 millions là-bas. C'est quand ils payent les 6 millions qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Nous avons des problèmes des bateaux de pêche. Nous avons des problèmes, il y a qu'au tchang, on a un paquet. Toi, mon cher frère, cette gestion et cette erreur. Et ce scandale grandeur nature a un metteur en scène qui s'appelle Jean-Marie Kalumba, le ministre de l'économie. Je réitère ma demande ici. Excellence, Monsieur le Président. Monsieur Kalumba n'a plus sa place au gouvernement. Je suis en colère parce que j'ai vu le Premier ministre aller donner une caution à l'arnaque de cette histoire des poissons quand il a visité quelques chambres froides. Monsieur Samalo Kondé, ne prenez pas la République en otage. Ne prenez pas ce peuple pour des imbéciles. Où se trouvent vos poissons? Vous avez sorti 6 millions de dollars américains. Vous avez dit que vous allez pêcher 27 000 tonnes. Dites-nous, aujourd'hui c'est le 31, le délai de pêche se termine. Monsieur Samalo Kondé, vous, Premier ministre, vous avez accompagné Kalumba dans son aventure de Mpiodi là. Combien de tonnes avons-nous déjà pêché, messieurs? C'est aussi ça la responsabilité, la redevabilité. Combien de tonnes? Où sont nos 6 millions? Parce que j'ai lu, et mon ami Wemba était ici, Eric Wemba, il a écrit dans son journal, et il en a parlé dans mon émission, que le petit Mpiodi que vous voyez ici, le gouvernement est encore allé sortir 1 million de dollars américains pour cette opération de saupoudrage ici. Basé 1 million de dollars selon Eric Wemba, Baké va foutu société Morobo privée, Basombi ba Thomson, il y a 1 million, Basombi 1100 tonnes, 1100 tonnes. Ça c'est l'article d'Eric Wemba, il a dit ça ici. Regardez. Basombi 1100 tonnes, il y a Thomson,
allez baké va tchango na mort 3-4 chambres froides wana ba komi ko kabola ba ko sabiso que Thomson na robondolo. Non monsieur. Vous n'allez pas tromper tout un peuple comme ça. Vous n'allez pas tromper tout un peuple comme ça. Jean-Marie Kalumba, depuis qu'il est là, il s'illustre par la prise de décisions alambiquées, des décisions irréfléchies. Comme ministre de l'économie, c'est une catastrophe, la gestion de notre économie par M. Kalumba. C'est une véritable catastrophe. Et je le dis et je le persiste, ce monsieur-là n'a plus sa place au gouvernement. Je suis déçu, je suis en colère que quelqu'un qui entraîne la République dans une aventure de mauvais goût, il reçoit la caution du Premier ministre. Sama Condé, quand ça tire dans l'Est de la République, il ne dit rien. Sama Condé ici, il y a eu des attentats là-bas, il est à fond alors qu'il est jeune, on attend qu'il soit dynamique, qu'il dynamise, qu'il booste les choses. Non, il est là assis calmement dans son histoire de la primature là. Les gens sont en train de pleurer, un homme organise une sorte d'aventure de mauvais goût, et le Premier ministre va aller l'accompagner pour donner une caution. Monsieur le Premier ministre, regardez-nous, dites-nous, la République a sorti 6 millions de dollars. Qu'avez-vous fait de cet argent? Les poissons que vous êtes allés visiter là-bas, est-ce que c'est le poisson pêché ou c'est le poisson acheté comme Eric Wembala dit? Regardez-nous, ne nous prenez pas pour des imbéciles, monsieur. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Monsieur le Président, Monsieur Kalumba n'a plus sa place au gouvernement. Vous vous êtes plaint, Excellence, Monsieur le Président. Lors de votre dernier discours sur l'état de la nation, vous avez dit qu'il y a des problèmes de pilotage des programmes. Mais qui est le patron qui devait piloter ces programmes-là? C'est Sama Lukonde ici, Premier ministre. Et alors que le président lui-même s'est plaigné des problèmes de pilotage, Lukonde va maquiller une autre opération mal pilotée en allant visiter ces histoires de poissons-là. Et il croit que les gens sont des imbéciles et que les gens ne comprennent pas. Jean-Marie Kalumba, je l'appelle comme Congolais à démissionner. À démissionner. Et ici, je vais lancer un appel pathétique à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Honorable président, vous vous êtes battu contre Kabila ici, contre l'Elenen Koulou, pour que les partis résistent. L'AFDC est un grand parti. L'AFDC a des hommes, des valeureux, des compétents à son sein. Proposer une autre personne, Kalumba montre à la place publique qu'il n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Président Bahati, proposez une autre personne. Le combat que vous avez mené contre les Nénènes Koulou, comme les Steve, contre les Steve, comment il s'appelle, Steve Mikai. Kalumba va diluer ça avec des décisions mal prises. Kalumba va diluer ça. J'en appelle donc, la main sur le cœur, au président de la République de chasser Kalumba du gouvernement. Et heureusement que j'apprends que le remaniement va venir. Et je sais que Bahati ne peut pas cautionner des bêtises de grande nature comme ça avec ces histoires ici. Bahati, je sais, il ne va pas cautionner ça. Sur la liste du gouvernement, si le ministère de l'économie reste au nom de l'AFDC, premier nom, Moutalibosa Longweza Kalumba. Parce que là, il est en train de discréditer, de jeter en pâture non seulement l'honneur du pays, l'honneur de la République, l'honneur du gouvernement, de l'institution gouvernement, et même l'honneur de son propre parti politique. C'était été un mauvais casting. Kalumba a été un casting raté. Mais l'erreur était humaine. Moi, je pardonne à Bahati Lukwebo. Et je l'appelle justement à préparer le remplacement de Kalumba. À préparer le remplacement de Kalumba. Vous prenez 6 millions pour le Mpiodi béton. Aujourd'hui, les délais se terminent. On ne connaît pas combien de tonnes. Où sont ces poissons-là? Bon, pêcher combien? 6 millions d'actes, bonjour le batté. Maintenant, pour maquiller ça, pour distraire le peuple, vous allez acheter les poissons de 1 million de dollars selon Eric Wemba qui était ici, qui a fait la révélation. Bon, ok, vous sommes mis poissons à 1 million de dollars chez un privé. Bon, tiens, moi, 2-3 frigos. Oh, poisson béton, yango. Bon, moi, nous sommes à Zoba Nabino. Nous devons te éviter. 6 millions de sont mobilisés. Vous pêchez combien? Vous pêchez what? Et Sama Lukonde va sortir à la chambre froide pour cautionner ça
cautionner cette aventure de mauvais goût. Honte à vous, hein. Honte à vous. On vous attend en 2023. Si vous pensez que comme ça, c'est la gestion de la République, c'est cet amateurisme que vous amenez dans ce gouvernement-là. Si vous pensez vraiment que la gestion de la République, c'est cette gestion et ces erreurs où on apprend à ce niveau-là, alors que le pays a des problèmes, ok. Prenez-nous pour des imbéciles. Notre tour viendra, nous, peuple. On vous réglera des comptes à notre manière. Tant qu'en 2023, nous avons des canaux légaux pour nous venger sur vous. On va se venger sur vous. Nous avons des canaux légaux ici dans le pays. L'émission est terminée, les amis. Bonne année à vous. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci. Merci pour tout. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.